Ça va les gars? Ou ça va pas? Bon, c'est Atlas d'Histoire, mais vous pouvez m'appeler Astar de YouTube. Les deux sont synonymes. Bon les amis, qu'est-ce qu'on traite aujourd'hui? Un dossier encore passionnant? Un dossier intrigant, policier? Une histoire méconnue francophone? Est-ce que le Maghreb a été colonisé par les Arabes? Qu'est devenu ou qu'a produit donc cette colonisation? Est-ce que c'est une vraie colonisation ou bien c'est juste un pillage? Est-ce que c'est une colonisation de peuplement? On va voir tout ça. C'est des questions très importantes. Je me suis posé ces questions-là l'autre jour, hein, en prenant mon petit déjeuner, et je me suis dit qu'il fallait vraiment mettre en avant, on va dire, cette histoire, cette épopée, d'où viennent donc les Maghrébins, et aussi bien sûr les Nord-Africains, donc euh, la colonisation des territoires de l'Égypte, hein, qui bien sûr est en dehors du Maghreb, et des territoires donc maghrébins, donc la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Alors si on rembobine tout, hein, les invasions arabes arrivent à peu près donc au 7e siècle sur les territoires maghrébins. Mais ces territoires ont une vie, une longue existence, hein. Ces territoires ne commencent pas à ce moment-là. Ou bien on m'aurait menti. Quand est-ce que commence l'histoire nord-africaine? Alors l'histoire nord-africaine et celle du Maghreb est clairement vaste. On pourrait faire un sujet sur chacun des pays qui les représentent. Alors, avant la colonisation donc, du 7e siècle, la région était habitée, donc particulièrement le Maghreb, par les Berbères, donc les Amazighs, les populations autochtones qui vivaient dans cette vaste zone, qui s'étend donc du Maroc à la Libye. Leur société était organisée en royaumes et tribus, ainsi que confédérations. Alors au début, donc, les premières civilisations, il y a les Numides. Les Numides, donc, qui sont représentés donc, du 3e siècle au 1er siècle avant Jésus-Christ. Les Numides, donc c'est un royaume puissant avec des rois célèbres comme Maninissa, Jugurtha. Il y a une influence bien sûr carthaginoise et romaine sur le territoire. Également, il y a les Mauritaniens, hein, donc royaume de Mauritanie orientale et occidentale. Donc il y a Juba II par exemple, un roi célèbre qui avait des liens avec Rome, et les Gélutes, les Garamantes et autres tribus donc nomades qui vivaient dans le désert et les montagnes. Également, va y avoir une influence phénicienne et carthaginoise, donc du 9e au 2e siècle avant notre ère. Les Phéniciens venus du Liban actuel ont fondé des comptoirs dans Carthage en 814 avant Jésus-Christ, qui devient une grande puissance en Méditerranée, avant d'être détruite par Rome en 56 avant notre ère. Ensuite, il y a l'influence romaine, bien évidemment. Après la chute de Carthage, donc Rome annexe le Maghreb, créant des provinces comme l'Africa, Proconsularis et la Numidie. La région romaine, avec des villes florissantes comme Timgard, Volubilis, Leptis, Magna, et en fait donc un centre agricole important. Par la suite, donc à la fin de l'Empire romain d'Occident, donc au 5e et 7e siècle, il y a les invasions vandales et byzantines. Alors d'abord, donc il y a les Vandales, c'est un peuple germanique qui envahissent le Maghreb au 5e siècle. Alors, on va dire que la particularité des Vandales est assez originale. C'est-à-dire que on représente ou on donne le statut du roi au patriarche, à la personne donc qui doit représenter donc tous les peuples vandales, et donc ce patriarche est reconnu comme étant le plus âgé du groupe. Ce qui fait que les rois ont une espérance de vie hyper courte dans ces royaumes vandales. Donc cette représentation et le fait de donner donc les pleins pouvoirs à l'homme le plus ancien du village, alors pas le plus ancien du village, mais l'homme le plus ancien du groupe, va amener donc à des périodes tumultueuses pour les Vandales. Très rapidement, ils vont être envahis par les Byzantins qui reprennent une partie du territoire au 6e siècle avant l'arrivée des Arabes. Donc les Berbères pratiquaient des religions locales, polythéistes, mais il y avait aussi des influences phéniciennes, romaines, juives et chrétiennes. Le christianisme aussi s'est largement répandu, avec des figures comme Saint Augustin, né en Algérie actuelle. Bon, on va voir maintenant les fameuses conquêtes, hein, ou les fameuses colonisations. Avant les conquêtes musulmanes, donc, les échanges entre l'Arabie, les territoires de l'Égypte et l'Éthiopie reposent principalement sur le commerce. Que là-dessus. Amir bin Alas deviendra plus tard l'un des conquérants de l'Égypte. Il est d'abord envoyé en mission diplomatique avant de participer aux campagnes militaires qui contraignent les Byzantins à abandonner certaines villes.
En 641, ils fondent la première mosquée d'Afrique, au sein de la ville Camp de Foustad, qui deviendra plus tard le Caire. Cette mosquée porte encore aujourd'hui son nom, c'est une des plus vieilles. En 642, les Arabes atteignent Barca et Tripoli, marquant ainsi leur présence dans la région. L'Égypte à ce moment-là tombe sous leur contrôle. Une partie des Coptes, mécontents de la domination byzantine, voient les Arabes comme des libérateurs. Toutefois, d'autres sources rapportent que les Coptes, loin d'accueillir favorablement les envahisseurs, se sont alliés aux Byzantins pour leur résister. Le calife, Omar ibn al-Khattab, deuxième des Rachidoun, refuse d'annexer l'Afrique du Nord, donc l'actuelle Tunisie et l'est de l'Algérie, et s'oppose fermement à toute expédition militaire dans la région après son assassinat en 644. Son successeur, Oman ibn Affan, n'est pas du même avis. Lui, il change de stratégie. Il autorise les raids, il est à fond en Afrique du Nord. Une expédition est alors organisée sous le commandement du gouverneur d'Égypte, Abdallah ibn Saad. C'est comme on appellerait une expédition punitive. En octobre 647, Abdallah ibn Saad mène la première invasion de la province d'Afrique. Il y a une armée de 20 000 hommes qui quitte Médine, donc on est en Arabie, et reçoit le renfort de 20 000 autres soldats à Memphis, en Égypte. À la tête de ses troupes, Abdallah avance vers l'exarthat de Carthage. À cette époque, l'Afrique byzantine est gouvernée par Grégoire le Patrice, qui profite des tensions religieuses entre l'Église et l'empereur byzantin. Il s'était proclamé indépendant, le mec. Il a eu peur de rien. Il s'est dit, allez vous faire voir. Il a dit à bas l'Église. Il a dit à bas Byzance. Moi je me gère tout seul. Free territoire, Free North Africa, il disait le gars à l'époque. Et c'est devenu ensuite, je crois, Free Palestine. Donc il affronte l'armée arabe, estimée à environ 20 000 hommes, lors de la bataille de Soufeta en 647. Le Cum, qui se disait indépendant, il est vaincu, bien que son sort après la bataille reste incertain. La province de Biacène est désormais sans défense face aux envahisseurs. Pendant plusieurs mois, les Arabes mènent des campagnes de pillage dans la région, autour du coup des Capsa et de Tryphus, donc El Jem actuel. Après la défaite byzantine, le nouveau gouverneur Gennadios II négocie le retrait des Arabes en échange du paiement d'un lourd tribut. Cette expédition, qui a duré 14 ou 15 mois, prend fin en 648, lorsque l'armée d'Abdallah retourne en Égypte. Bon, les mecs sont venus pour rien, enfin pour l'argent quoi. Cependant, la progression des conquêtes musulmanes est stoppée par des luttes internes. Une guerre civile éclate entre différentes factions arabes, conduisant à l'assassinat du calife Othman en 656. Et donc suivi d'Ali ibn Talib, qui a à son tour assassiné en 661. Bon, tout le monde se fait tuer. À la suite de ces événements, le califat omeyyade s'établit à Damas, ce qui va renforcer son empire, qui s'étend désormais de la mer d'Aral à l'Égypte et installe un gouverneur à Fousta. Il poursuit l'expansion militaire en s'attaquant à la Sicile et l'Anatolie en 663, puis en conquérant Kaboul en 664. Il y a un autre raid, les mecs sont spécialistes des expéditions de reconnaissance, et donc après la fin de la Grande Discorde et l'assassinat d'Othman ibn Affan, vous verrez, ça sera pas le dernier assassinat. Cette fois, l'expédition menée sous l'ordre de Mouawi cible les villes du nord, sous ses assiégés et prise par Abdallah ibn al-Zabir. Ce raid démontre une meilleure connaissance du terrain et des stratégies byzantines, préparant ainsi le terrain pour une conquête plus approfondie qui sera réalisée par Obda ibn Naï al-Fini. Bon, on le voit, sur des territoires désertiques, on peut dire que les arabo-musulmans ont la maîtrise du terrain, et c'est grâce à cela qu'ils arrivent à conquérir très rapidement les territoires nord-africains. On le remarque ici, grâce à une sorte de guerre éclair, en quelque sorte de l'époque, qui s'installe au détriment des empires, donc l'empire byzantin et les sassanides. Je monte un petit peu dans le temps, c'est tout léger. Donc toujours au 7e siècle, entre 665 et 689, il y a une nouvelle campagne musulmane qui est lancée en Afrique du Nord. Donc cette invasion, on dit, d'après les excuses, c'est pour protéger l'Égypte d'une potentielle attaque byzantine en Provence de Cyrène. Oui, on a prévu tous nos cavaliers de guerre qui se sont mis à la frontière, mais c'est pour nous protéger d'une éventuelle attaque. Oui, et moi je suis danseuse à l'opéra. Bon, vous pourrez venir me voir au cabaret, si ça vous chante.
Donc une armée de plus de 40 000 hommes traverse le désert jusqu'à Barca, qui se les soumettent, avant de poursuivre sa marche vers Carthage, affrontant et vainquant une force byzantine de 20 000 soldats en chemin, comme des pâquerettes. Ils les prennent comme des coquelicots. En 670, il y a une autre expédition dirigée par Obba ibn Nafi al-Firi qui est envoyée. Alors on le voit bien là, les Byzantins, on peut dire, sont un petit peu, on va appeler ça comme ça, c'est dur à dire, mais c'est un petit peu les cocus de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont donné de l'argent pour ne pas être envahis, pour être envahis des décennies plus tard. Donc ça, c'était le bon plan. Ils ont donné de l'argent à Bidule, Bidule est assassiné, et c'est Truc qui prend le pouvoir, et puis après, il dit oh non, j'ai l'impression que vous êtes assez dangereux, vous me faites peur, donc je vais faire une razzia dans vos territoires. Composé de 10 000 cavaliers arabes et de plusieurs milliers de berbères, Lagatan récemment converti à l'islam, cette armée s'établit à Ifriqiya, en Tunisie. Obka fonde Kairoun, une ville stratégique destinée à servir de base pour de futures campagnes. Rapidement, Kairoun devient la capitale de la province omeyyade et un centre majeur du monde musulman médiéval. Après avoir consolidé cette position, Obka, il s'arrête pas là. Il lance des expéditions vers l'ouest, donc il traverse le désert, atteint des territoires où s'élèveront plus tard les villes de Fès et Marrakech, avant d'atteindre l'Atlantique. Le Cum, il ne s'arrête pas là, il assiège donc plusieurs cités côtières, dont Saldae et Tingir, dont ça va devenir Tanger, mais rencontre des résistances. Il ne parvient pas à occuper durablement Tanger, on dit que donc un chef local berbère et byzantin l'oblige à battre en retraite vers les montagnes de l'Atlas. Alors c'est pas Atlas d'histoire, c'est pas pareil. Comme l'écrit Gibbon, Obga, malgré ses conquêtes audacieuses, ne peut maintenir son emprise sur ses terres en raison des révoltes des berbères et des byzantins. Alors les mecs, ils disent pas, ils leur disent pas Arab welcome, ils disent pas ça, non. Ils sont hyper mécontents, ils sont hyper vénères les gars. Franchement. Sur le chemin du retour, son armée tombe dans une embuscade à Taouda, tendue par une coalition dirigée par Koseya, un chef berbère converti au christianisme. Obga, son lieutenant, et Abdou Majin Dinar, ainsi que 300 de ses cavaliers d'élite, sont tués. Après cette victoire, Koseya marche sur Kairan, prend la ville et force les troupes musulmanes survivantes à se retirer en Cyrénaïque. Les tentatives musulmanes de reconquête se poursuivent, mais rencontrent des oppositions farouches, très farouches des Berbères et des Byzantins. Le troisième gouverneur arabe d'Afrique mène plusieurs offensives contre les Berbères et les Byzantins. Bien qu'il remporte certaines batailles, il finit par succomber face à une puissante armée envoyée de Constantinople pour défendre Carthage. À côté de ça, il y a une nouvelle guerre qui éclate en Arabie et en Syrie, opposant plusieurs factions pour le contrôle du califat. En 692, on est alors en 680 et en 692, dites-vous en 12 ans, pas moins de 4 califes se succèdent, après la mort de Muawiyah jusqu'à Abd al-Malik Iawan, et on y établit définitivement son pouvoir en 692, mettant fin aux troubles internes et permettant la reprise des conquêtes en Afrique du Nord. Rien que ça. Donc on le voit, il y a une déstabilisation totale. On va dire que le trône et le calife en fait influencent totalement les dirigeants, ou parmi ceux qui se présentent au trône du califat, qui se présentent en tant que calife, eh bien il y a beaucoup de tueries, il y a beaucoup de coups bas, de coups dans le dos. C'est ce qui fait que il y a une instabilité qui est infernale. Bon, vous allez me dire, tout ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Non, jamais. Jusqu'au bout, les gars. Donc l'arrivée au pouvoir d'Hassam Ibn II, vers 700, marque un tournant décisif dans la conquête musulmane du Maghreb. Avec le rétablissement de l'ordre interne, le calife omeyyade confie donc la mission de relancer les offensives à Ifriqiya. Donc toujours la même histoire. C'est pour garantir la paix, s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui veulent nous attaquer. Allez, on prépare 40 000 hommes, financés par les revenus de l'Égypte. Donc merci les Byzantins de nous avoir passé l'Égypte. Grâce à elle, on va pouvoir vous envahir. Donc contrairement à ses prédécesseurs qui s'étaient contentés de raids et de conquêtes éphémères, Hassan entreprend une campagne méthodique pour soumettre définitivement la région. Il s'en prend à Carthage, le mec, il a peur de rien. C'est le dernier bastion byzantin qui se trouve en Afrique du Nord.
Donc toutefois, l'Empire byzantin riposte avec des renforts qu'il ramène directement de Constantinople. Le mec, il est pas venu ici ni pour souffrir ni pour jouer. Il est accompagné de troupes siciliennes, d'un contingent wisigoth qui vient d'Hispanie. Le mec est très très chaud. Devant cette contre-attaque, l'armée musulmane se replie à Kairouan. Les Byzantins profitent de cette retraite pour débarquer à Carthage, accueillis en libérateurs par une partie de la population locale. Mais leur espoir en vrai est de courte durée. Au printemps suivant, Hassan lance une nouvelle offensive terrestre et maritime. Il écrase ses adversaires, les force à évacuer définitivement Carthage. Allez, barrez-vous de là, j'en ai marre de vous. La ville est alors mise à sac et incendiée, il n'y a plus rien, et son déclin devenant irrémédiable pour les siècles suivants. Donc il n'y a plus de Carthage, il n'y a plus rien. Carthage, ça fait partie du passé, ciao. Avec les retraits des Byzantins, une révolte berbère éclate contre la domination arabe. À sa tête se trouve Caïna, une reine berbère. La nana, vous ne croyez pas qu'elle se fait pas respecter, elle l'est respectée, et il y en a qui la craignent d'ailleurs. Elle est crainte pour ses talents de prophétesse et de stratège, rien que ça. Un petit peu comme Boutika chez les Britons. Ses troupes, galvanisées par un fort sentiment d'indépendance, livrent des batailles aux forces de Hassan ibn Nouman, près de l'Oued Nini, dans l'Aurès. L'armée musulmane est battue et forcée de battre en retraite, jusqu'en Cyrénaïque. Pendant 4 ou 5 ans, Hassan attend des renforts du calife. Durant cette période, les habitants des villes d'Ifriqiya se lassent du régime berbère et commencent à se diviser. Ouais, ils sont pas trop fans du polythéisme. Eux, ils sont plutôt monothéisme. Un seul dieu. Je préfère un dieu que 40 000 dieux, là. Je vais pas prier le dieu du sable, le dieu du scorpion ou le dieu du cheval. Non, non. Les mecs qui disent stop, quoi. Stop les guerres, stop les dieux, on va dire, étonnants, pour respecter tout le monde. Lorsque Hassan revient avec une nouvelle armée, il est cette fois mieux accueilli. La bataille décisive a lieu à Tabarka, où Caïna trouve la mort. Après sa défaite, une partie des Berbères accepte la domination arabe et se convertit à l'islam. Avec cette victoire, l'essentiel du Maghreb passe sous contrôle musulman. L'administration omeyyade divise les régions en 3 provinces. L'Égypte, dirigée depuis Al-Fousta, l'Ifriqiya, dont la capitale est Kairouan, et le Maghreb Al-Qassa, Maroc actuel, qui est administré depuis Tanger. Peu après, le général Moussa ibn Noukaïr, d'origine yéménite, est nommé gouverneur de l'Ifriqiya, chargé de réprimer les dernières révoltes berbères et d'accélérer la propagation de l'islam. Il mène une politique habile, mêlant force, ruse et persuasion. De nombreux berbères se convertissent, y rejoignent l'armée musulmane, y gravissent même les échelons militaires, parmi eux Tariq ibn Ziyad, qui jouera plus tard un rôle clé dans la conquête de l'Espagne. Vous vous rappelez de Gibraltarique, donc Gibraltar qui vient de ce terme, de Tariq, Gibraltarique. Moussa doit également faire face à la menace byzantine, qui conserve une flotte redoutable en Méditerranée. Pour contrer cette menace, il développe une marine musulmane, qui parvient à prendre plusieurs îles sous contrôle chrétien, notamment Ibiza, Majorque et Minorque, consolidant ainsi la suprématie arabe en Afrique du Nord et en Méditerranée occidentale. Tout ceci annonce donc la future fin de la conquête. Les Byzantins, ils ont été mis en PLS, voilà, ils sont en position latérale de sécurité, on les laisse se reposer. Les Berbères, pareil, ils ont été mis pareil, PLS, ils sont mis en PLS là-bas. Donc en 709, l'ensemble de l'Afrique du Nord est sous le contrôle du califat omeyyade, à l'exception de Ceuta. Alors pour ceux qui ne voient pas où se situe Ceuta, ça fait partie donc des colonnes d'Hercule, le détroit de Gibraltar. On dit, on cite, les rois d'Espagne possédaient jusqu'à présent la forteresse de Ceuta, l'une des colonnes d'Hercule, ce n'est séparé que par un détroit étroit de l'autre colonne, à savoir la pointe de l'Europe. Il restait aux Arabes à conquérir le petit canton de la Mauritanie, mais Moussa, dans l'orgueil de sa victoire, avait attaqué Ceuta. Alors à ce niveau-là, ça devient technique, puisque les historiens sont pas tous d'accord sur le pourquoi du comment. Pourquoi ces territoires ont-ils été envahis Certaines raisons de cette invasion disent que Ceuta était le dernier avant-poste des Byzantins en Afrique, qui avait été mis en PLS. Et donc on dit que ça aurait été une exarque byzantine qu'il fallait détruire. Le problème également est que Ceuta abrite de nombreux réfugiés de la guerre civile visigothique, qui secoue l'Hispanie après la mort du roi Visita.
Parmi ces réfugiés se trouvent sa famille, ses alliés, des chrétiens ariens et des juifs fuyant les conversions forcées imposées par l'église nicéenne, trinitéenne des Visigoths. On mentionne alors que Moussa reçoit un message inattendu de Julien. Alors Julien, on le surnomme Lilian par les Arabes, qui était un exarque byzantin. Donc ce Julien, il propose à Moussa de venir rejoindre la cause musulmane, offrant sa personne, son épée et sa position qu'il commandait en échange du soutien des Arabes dans la guerre civile. Bien qu'il ait de vastes possessions et de nombreux partisans, Julien avait beaucoup à craindre et peu à espérer du nouveau règne. Ne pouvant défier directement Roderick, il cherche l'aide de Moussa. Ouais, en fait, il veut des territoires. Il veut se mettre bien, on va dire ça. Pour Moussa, Julien, maître de l'Andalousie et Mauritanie, tenait en ses mains les clés de la monarchie d'Espagne. Ainsi, Moussa ordonne des raids sur la côte sud de la péninsule ibérique en 710. Au même moment, Tariq ibn Ziyad, probablement un berbère converti à l'islam, prend Tanger. Moussa le nomme gouverneur de ces régions, soutenu par une armée de 7000 hommes. La conquête est officiellement achevée en 709. En 711, les premiers contingents musulmans débarquent en Andalousie, à Gibraltar. Donc Tariq Ilyazad, probablement de sa propre initiative, envahit la péninsule ibérique. Partant de Ceuta avec des navires fournis par le comte Julien, il défait le roi wisigoth Roderick lors de la bataille de Guadalete. Puis assiège Tolède, la capitale des Visigoths. Il prend également des villes de Cordoue, Éguia, Grenade, Malaga, Séville et bien d'autres. On dit que la conquête musulmane est rendue possible par la faiblesse des Byzantins, qui avaient détruit le royaume vandale, reconquis une partie de l'Afrique en 533. Cependant, l'Afrique byzantine n'est plus l'Afrique romaine. Depuis 2 siècles, cette région est en proie à de multiples révoltes berbères, et même au début de la conquête musulmane. L'Afrique chrétienne est encore déchirée par une querelle interne née à l'initiative de l'empereur byzantin, Constantin II et Iacchus le Typos. Les Arabes, bien que peu nombreux, ne rencontrent aucune résistance d'un État organisé, mais plutôt des opposants successifs. La patrice byzantine, des chefs berbères, des principautés et royaumes, ainsi que les tribus et confédérations. La population urbaine, majoritairement d'origine punico-berbère, reste enfermée dans les murs des cités. Bien qu'importante, elle n'a ni la capacité ni la volonté de résister durablement. L'impôt imposé par les Arabes, le kharaj, n'est pas plus lourd que celui des Byzantins, donc les gens acceptent, y valident. En parallèle, la société se complexifie de plus en plus. Aux romano-berbères, aux berbères non romanisés s'ajoutent les nomades zénètes, les lagatans et leurs semblables, les vestiges du peuple vandale ainsi que les administrations et les troupes byzantines d'origine grecque. Cette société devient de plus en plus fragmentée dans une région où la notion même d'un État s'effondre. Ainsi, dans une Afrique dévastée, affaiblie et désorganisée, les musulmans au milieu du 7e siècle trouvent une opportunité pour imposer leur domination. On va voir maintenant un sujet assez tabou, assez tendu. On va parler de religion sur le territoire. Alors, avant que la conquête musulmane arrive, il y avait différentes sortes de religions. Donc les grandes villes notamment avaient une forte présence religieuse chrétienne, monothéiste, tandis que les campagnes, elles, étaient plus polythéistes, avec notamment donc, les berbères. Il y a des débats, il y a des thèmes qui sont débattus par rapport à la fin du christianisme dans le Maghreb. Donc on dit que la conquête musulmane du Maghreb a marqué la fin du christianisme dans la région pendant plusieurs siècles. Selon cette vision, l'église de l'époque manquait d'une tradition monastique solide et subissait encore des conséquences des hérésies telles que l'hérésie d'Onastie, ce qui a facilité son déclin rapide dans la région. Cette situation est très souvent comparée à celle de l'Égypte copte, qui, grâce à sa forte tradition monastique, a réussi à maintenir le christianisme comme foi majoritaire jusqu'au XIVe siècle, malgré de nombreuses persécutions. Cependant, une étude récente remet en question cette idée. Il existe des rapports indiquant que le christianisme a persisté en Tripolitaine, donc en Libye, et dans certaines parties du Maroc, et également donc pendant plusieurs siècles, après la conquête musulmane en 709. Des communautés chrétiennes autochtones ont survécu dans le sud de la Tunisie sans recourir à des influences extérieures pour raviver leur foi. En 1076, il ne restait plus que 2 évêques catholiques en Afrique, Syriaque à Carthage et un autre à Hippone. Des traces d'une communauté chrétienne sont également retrouvées en 1114, dans le centre de l'Algérie.
De plus, des pèlerinages religieux ont été rapportés après 850 autour des tombes de saints chrétiens près de Carthage, ainsi que des contacts religieux avec les chrétiens d'Al-Andalus. En outre, les réformes calendaires adoptées en Europe au cours de cette période ont également été diffusées parmi les chrétiens indigènes de Tunis, ce qui suggère un lien continu avec Rome. À partir du XIe siècle, le christianisme local a subi des pressions, notamment avec l'arrivée des régimes berbères, fondamentalistes, des Almohades et Almohavides. Les textes de l'époque, les documents parlent des persécutions, des conversions forcées des chrétiens locaux de Tunis à l'islam. On attribue même la disparition du christianisme dans le Maghreb aux persécutions menées par les Almohades et leurs fantasmes religieux. Les mecs sont tarés là-dedans. Toutefois, il existe encore des rapports sur les chrétiens et un évêque Kairon en 1150 où ils disent que cette ville a été fondée en 670 et par des arabo-musulmans comme administrateurs. Une lettre du XIVe siècle montre qu'il existe toujours 4 évêques en Afrique du Nord, bien que leur nombre ait fortement chuté par rapport aux 400 évêchés qui existaient au moment de la conquête musulmane. Donc 4 contre 400, on comprend qu'il y a un problème dans le bins. Les chrétiens berbères ont continué à vivre à Tunis, aussi donc à Nesfoua, dans le sud de la Tunisie, jusqu'au début du XVe siècle. Au premier quart du XVe siècle, il a même été rapporté que les chrétiens indigènes de Tunis, bien qu'assimilés, ont contribué à étendre leur église en raison de leur concentration des derniers chrétiens persécutés du Maghreb. Dans le Maghreb central, il y a des sanctuaires, des cultes chrétiens, qui continuent d'être célébrés et qui sont retrouvés près de Tlemcen, bien 4 siècles après la conquête musulmane. En revanche, la même époque, Alger, bâtie donc sur les ruines de l'ancienne cité romaine, ne comptait plus qu'une église en ruine complètement abandonnée. Également, donc, il faut le dire, la conquête arabo-musulmane également a été facilitée notamment grâce aux Arabes qui étaient des peuples du désert. Le fait qu'il y ait donc des chameaux, des animaux qui sont montables par les hommes tout simplement, le fait qu'il y ait une sédentarisation des peuples arabes et le fait qu'il y ait un fort commerce sur les territoires désertiques a bien évidemment facilité donc les Arabes lors de leur conquête. Les territoires arides n'étaient pas des territoires difficiles d'accès pour les Arabes qui ont toujours vécu sur des zones arides du désert du Sahara. Je vous le montre ici sur cette carte, on le voit, la carte des déserts se marie totalement avec la carte des conquêtes arabo-musulmanes partout à travers le monde, de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Donc le fait bien sûr d'être parvenu à s'assimiler à des zones arides et désertiques pendant des milliers d'années et y implanter une culture forte a permis aux Arabes de conquérir les territoires du Maghreb qui étaient des territoires qui étaient tout aussi désertiques que les territoires arabes, dans des territoires du désert. À la question donc à laquelle je me posais au début, est-ce qu'on peut dire que le Maghreb a été colonisé par les Arabes ? La réponse est totalement oui. Donc la conquête arabe du Maghreb a débuté, comme on l'a dit, au 7e siècle, et c'est fait par la soumission. Le processus de colonisation a eu plusieurs dimensions, donc militaire, politique. Les armées arabes ont imposé leur domination politique sur le Maghreb, établissant des gouvernements musulmans dans la région, donc pas des gouvernements chrétiens, pas des gouvernements polythéistes, juste musulmans. Les autorités arabes ont introduit une nouvelle structure administrative et ont intégré la région dans l'empire musulman en expansion. Aussi religieuse, la conquête arabe a apporté l'islam, qui est devenu la religion dominante dans le Maghreb. Il faut savoir que 99% du Maghreb aujourd'hui est musulman, et souvent par le biais de conversions volontaires, mais parfois aussi par des pressions sociales, politiques, aussi forcées. Cela a remplacé les religions traditionnelles, l'orthodoxie chrétienne, le judaïsme, qui étaient présentes dans la région avant l'arrivée des Arabes. L'arabe est devenu aussi la langue dominante, remplaçant le latin et d'autres langues berbères dans de nombreuses régions. La culture arabe, notamment en termes de pratiques sociales, d'architecture, d'art, a aussi largement influencé le Maghreb. On le voit, le Maghreb a été totalement colonisé, c'est une colonie, avec un effacement des cultures autochtones originelles. Les autochtones ont été totalement détruits, ils ont été totalement décimés, totalement oubliés, face à cette invasion, cette colonisation qui s'est faite dans la violence.
On peut le voir à travers cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à aimer, partager, commenter. Vous pouvez me laisser un petit don, ça m'aiderait de me laisser des petits dons parfois. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.